à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la cybersécurité devenue un enjeu essentiel dans tous les systèmes d'information des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Enfin, pas que ces établissements, dans toute l'industrie, dans toutes les activités, dans toutes les organisations publiques, privées ou parapubliques. Alors, les attaques sont nombreuses et malgré les technologies de défense sans cesse plus performantes, il y a toujours un risque de subir un chantage, une panne ou simplement de la malveillance gratuite des gens et des personnes qui veulent simplement faire du mal aux institutions. Nous avons eu des exemples nombreux ces derniers mois et nous verrons comment mettre en œuvre une stratégie la plus efficace possible pour se protéger au maximum des possibilités. Je dis bien au maximum des possibilités des technologies disponibles. Il ressort dans tous les cas que bien souvent, c'est l'humain qui est le maillon faible dans toutes les organisations face aux attaques. Alors, comment résoudre cette équation de faire confiance aux individus, tout en contrôlant évidemment ou en gérant évidemment les accès et les usages? Quels sont les risques à craindre, les faiblesses de nos établissements face à cette cyber-malveillance? Ce webinaire Campus Matin a été imaginé avec notre partenaire, la société Passbolt, spécialisée dans la sécurité informatique et notamment la gestion des mots de passe. On sait ô combien cela passe par ce biais souvent quand il y a du hacking ou du phishing ou whatever, toutes les problématiques de cybersécurité. D'ailleurs, Maxence Zanardo, bonjour Maxence, vous êtes là, vous ferez un petit point pour commencer. Merci d'avoir accepté de nous accompagner sur ce webinaire très pointu, très précis. Robin Adjari, Head of Data, Innovation, Experimentation et Digital Transformation. Bon, il s'occupe du digital à l'ESSEC, c'est ça Robin, bonjour. Exactement Gilbert, bonjour à toutes et à tous. Olivier, un habitué de nos webinaires, directeur des systèmes d'information de Clermont-Auvergne, INP, une belle maison en plein cœur de la France. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Philippe Lahire, vice-président numérique de l'Université de Côte d'Azur. Il est membre également du bureau de VPNUM, c'est les vice-présidents numérique de toutes les universités françaises. Bonjour Philippe et bienvenue. Et Philippe, bonjour nous racontait, parce que quand on a préparé cette table ronde, il me disait, moi j'ai été victime d'une attaque, je peux vous dire que ça fait très drôle. Donc vous nous raconterez évidemment cet épisode de votre vie, parce qu'évidemment c'est toujours mieux quand on touche du doigt les réalités pour savoir comment ça se passe et comment réagir. Et Isabelle Thomas, merci Isabelle d'avoir répondu. On s'était rencontrés sur un sujet un peu proche sur le cyberharcèlement et vous m'aviez éclairé et je vous ai demandé de venir nous rejoindre pour parler évidemment de la cybersécurité. Vous êtes responsable data. Vous avez un titre à rallonge, donc j'ai pris le début. En tout cas, vous êtes une experte au groupe WhatPoint, du grand cabinet conseil en stratégie digitale et toutes les problématiques digitales. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir rejoint. En tout cas, vous êtes une experte en cyber. Donc, votre œil est très important. Maxence, je le disais, c'est à vous d'ouvrir le bal, si je peux me permettre, et de nous laisser un petit propos introductif pour nous dire c'est quoi la cybersécurité. Et alors, est-ce que vous confirmez ce que je disais, l'humain est le maillon faible souvent? Oui, l'humain est le maillon faible, surtout sur sa formation et son manque des fois, on va dire, d'éclaircissement sur les possibilités d'attaque qui sont possibles en cybersécurité. On a tous observé, il y a 3 ans de ça maintenant, quand on a été quand on a été forcé de retourner tous à la maison pour pouvoir et continuer à travailler, qu'il fallait se connecter à des systèmes, qu'il fallait pouvoir accéder à son entreprise, à son réseau professionnel depuis la maison. Cette mise à l'ouverture forcée a aussi mis en lumière des lacunes en termes de sécurité par des mots de passe faibles. Ça je reviendrai sur ce point précisément puisqu'on intervient au quotidien avec beaucoup d'entreprises pour essayer de les aider. Dites-nous un mot sur Passbolt quand même. Ouais. Dites-nous un mot sur ce que vous faites, c'est intéressant. J'y arrivais. Donc, effectivement, nous, on est une solution européenne de gestion de mots de passe. Donc voilà, on est une société qui faisons un produit open source. Donc, gestionnaire de mots de passe, c'est toujours en vogue, malgré ce qu'on peut croire. Des mots de passe, il y en a pour tout, que ce soit pour accéder à des systèmes, que ce soit pour des équipes techniques pour accéder à différents environnements, que ce soit des programmes pour accéder à d'autres programmes. Des mots de passe, il y en a toujours partout.
Et comment bien les sécuriser, ce n'est pas forcément toujours évident, parce qu'il y a une statistique qui, elle, ne ment pas et reste toujours d'actualité, c'est que 80% des fuites de données viennent d'une mauvaise politique de mot de passe. Donc, mauvaise politique de mot de passe, ça peut vouloir tout et rien dire, hein. Ça peut être, on utilise toujours le même mot de passe pour plein d'autres systèmes. Donc, si un mot de passe vient à être mis dans la nature, potentiellement un attaquant qui fait un petit peu d'études sur vous peut voir lesquels systèmes vous utilisez et accéder à d'autres systèmes, ou alors pas de rotation assez fréquente, ou une force de mot de passe qu'on appelle l'entropie qui est relativement faible, ou un partage. Donc on va sur Microsoft Teams, on partage un mot de passe comme ça, c'est pas parce que c'est Microsoft que c'est forcément sécurisé, ou peut-être que vous prenez toutes les mesures pour bien sécuriser votre compte, mais vous partagez un mot de passe d'une personne qui, lui, n'a pas forcément les mêmes hygiènes de sécurité que vous, et donc du coup le compte commun vient être partagé. Donc voilà, on pourra en discuter, mais il y a vraiment plein de points à prendre en considération, et il y a plein d'éducation à faire avec les utilisateurs. Donc voilà, juste pour revenir un tout petit peu sur Passbolt, donc nous on est utilisé mondialement. Nos 3 marchés principaux sont l'Allemagne, la France et les États-Unis. Et on est utilisé par plus de 15 000 équipes avec 250 000 utilisateurs au quotidien. Donc voilà, moi j'ai une exposition relativement globale sur tout type d'industrie. Donc je serais ravi de partager un petit retour d'expérience là-dessus si vous le voulez. Donc voilà. Maxence, on peut dire de toute façon, vous disiez vous adressez tout type d'industrie, ces problématiques de sécurité, que ce soit du supérieur, de l'éducation, de l'aéronautique. Personne n'est à l'abri. Non, mais c'est la même chose. Le mot de passe, c'est le mot de passe. Voilà. Exactement. Donc, évidemment, votre regard est très, très important. Alors, question pour nos intervenants, d'abord qui représentent les établissements d'enseignement supérieur, Olivier, Philippe. Philippe et Robin, bien entendu, l'humain est le maillon faible. Alors, moi, j'aimerais savoir, quand on est universitaire, on n'aime pas trop qu'on nous donne des directives, on n'aime pas trop qu'on nous dise comment faire, on n'aime pas trop qu'on nous donne une sorte de guide pour travailler. Et la recherche, par construction, c'est quelque chose de très ouvert. Alors, comment résoudre cette équation où, Maxence a dit, 80% des problématiques sont liées à des mots de passe, donc ça vient de l'humain, et cette nécessité de grande liberté académique qui est essentielle. Des sources de fuite de données. Voilà. Des sources de fuite de données. En fait, notre problématique, elle est surtout sur l'hétérogénéité des publics. On a à la fois des enseignants-chercheurs de disciplines très variées, et ça, c'est aussi un point important, mais on a aussi des étudiants et des enseignants, enseignants-chercheurs ou enseignants simples. Et dans ce cadre-là, un étudiant, il va faire des exercices. Et donc, il va les donner à son enseignant qui va les tester, notamment en informatique. Donc ça, c'est un environnement qui est assez particulier. Un autre qui a été souligné par Maxence, c'est l'accès distant. On a les enseignants-chercheurs, ils sont très mobiles, ils vont en conférence, ils travaillent de chez eux, etc. Et donc, il y a un accès distant, et ça, c'est aussi un point de faiblesse. Ensuite, contrairement à certaines entreprises qui font beaucoup attention à la sécurité, nous, un enseignant-chercheur ou un personnel, il a un ordinateur, il n'en a pas 2. Et donc, quand un enseignant ou un personnel joue un rôle d'administrateur, il va avoir qu'un seul ordinateur, et quelque part, quand ça concerne la sécurité, c'est pas une bonne idée. Ensuite, on a un problème RH. La sécurité, c'est important, et ça nécessite beaucoup d'activités de surveillance. Donc ça, c'est un problème, et de compétences. Donc ça, c'est un problème et qu'il faut adresser. Évidemment, ça a une incidence sur le budget. Et dernier point par rapport à ça, dans une université, vous n'avez pas une direction des systèmes d'information qui est toute puissante et qui a la main sur tout. Non, souvent, il y a des services informatiques pas indépendants, mais qui ont une certaine autonomie dans les composantes. Et ça, c'est aussi une problématique en termes de coordination d'habitude. Et bien sûr, il y a l'aspect formation.
Bah oui. Alors, Robin, vous utilisiez le mot quand on a préparé cette table ronde. C'est un enjeu crucial du fait de l'exposition des établissements et surtout de l'élargissement de la base de diffusion. C'est un des principaux problèmes et d'ailleurs, Philippe l'a dit. Oui, absolument. Et pour prolonger le propos de Philippe, en tout cas, ce qui est vrai à l'ESSEC Business School, c'est que non seulement nous avons les membres du staff, les professeurs, des professeurs vacataires, il y en a quand même un bon millier qui sont donc externes à l'école, les étudiants, mais aussi les alumni. Donc, tous les diplômés de l'ESSEC, qui sont 60 000, puisque l'ESSEC est une vieille maison, et depuis 100 ans, nous avons eu beaucoup de diplômés. Et tous ces diplômés gardent un accès au système d'information à travers l'email à vie. Hein, et on leur offre, et c'est compris dans leur scolarité, un compte mail essec.edu à vie. Et ça, évidemment, ça renforce cette hétérogénéité. Et si vous voulez, moi, ce que ça me fait dire, c'est que en réalité, nous n'avons aucun contrôle sur notre base d'utilisateurs. Donc, contrairement à une entreprise classique, je dirais, qui a principalement des employés qui accède à son système d'information avec lesquels elle a des contrats de travail et donc une forme de cadre. Subordination, ouais, de subordination. Exactement, de lien de subordination. C'est absolument pas notre cas. Et donc, finalement, en ce qui nous concerne, on a renoncé au fait, en tout cas dans une large mesure, de se contenter de sensibiliser les utilisateurs sur des bons comportements du type changer régulièrement votre mot de passe, etc. Bien sûr, on le fait, mais on considère que c'est amplement insuffisant. Et donc, de plus en plus, on se base plutôt sur d'autres types de politiques, d'autres types de moyens qui protègent le système d'information. On pourra les détailler, bien sûr, ensuite. Mais en particulier, en ce qui concerne les mots de passe, une approche qui est plutôt le no password, autrement dit, le fait qu'on utilise des moyens d'authentification qui se passent d'un mot de passe qui est changé régulièrement, qui est forcément robuste, etc. Et on va plutôt utiliser des moyens soit matériels, ce que les utilisateurs ont sur eux, ce qu'ils savent, donc des questions sur auxquelles ils répondent, ou ce qu'ils ont directement sur leur corps, leur empreinte digitale, etc., etc. Et vous nous parlez aussi, il y a le risque lié à la conformité aux data. Ça, c'est aussi un sujet, mais on en parlera tout à l'heure parce qu'on ne va pas tout dire en 5 minutes, hein, on a le temps. Olivier, aussi, comment dirais-je, vous confirmiez hein, que le risque classique, c'est ce fameux phishing et puis qui aboutit à un cryptage des données sensibles. Là aussi, hein, vous êtes sur cette problématique au sein de l'Institut que vous présentez. Oui, bien sûr. Là, donc l'humain est bien sûr le maillon faible dans cette affaire-là, avec des populations qui bougent, qui tournent, qui se connectent 24 heures sur 24 puisqu'elles sont réparties aussi sur la planète. Et du coup, il y a un certain nombre de critères de recherche qu'on pouvait imaginer à une époque et qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui. Donc, il y a effectivement, Robin l'a dit, là, une nécessité qui n'est pas suffisante, c'est de former, de sensibiliser les utilisateurs à certaines règles d'hygiène. Donc, sur les mots de passe, nous, dans notre cas, on est passé à 16 caractères, ce qui fait souvent réagir des homologues universitaires avec le nombre de comptes qu'ils ont à gérer. Mais dans notre contexte, ça s'est relativement bien passé. Et il y a aussi, dans la façon d'expliquer un mot de passe, une révolution culturelle que beaucoup de sites actuels n'ont toujours pas fait et où ils vous disent 8 caractères avec des caractères bizarres, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment la longueur hein, qui compte, puisque dans les attaques en force brute, hein, je teste A, B, puis AA, AB, AC, etc. Et bon, avec la puissance des machines, on arrive à des attaques en force brute qui peuvent largement aboutir. Donc, on impose aussi des règles. Hein, personne ne peut saisir un mot de passe inférieur à 16 caractères dans notre environnement. Et puis, il y a de la sensibilisation. Donc, on a par exemple fait une campagne de phishing associée à un partenaire extérieur, où là, les gens reçoivent, entre guillemets, des faux phishing qui font partie de la campagne. Il y a du e-learning derrière pour expliquer, et notamment, quand les personnes cliquent à tort sur un message, ils voient tout de suite qu'est-ce qui aurait dû les alerter et pourquoi ils n'auraient pas dû cliquer. Donc, c'est tout à fait nécessaire, mais dans notre retour d'expérience, parfaitement insuffisant, puisque on a eu un taux d'abaissement du taux de clic qui est dans une population que l'on pensait bien avertie. C'est effrayant, là, ce que vous m'avez dit, les 15% de clics malgré la campagne, quoi.
Voilà, on pensait nos utilisateurs bien sensibilisés. On a démarré à 15% de clics et on a fini à 3%. Et par contre, dès qu'on est dans une attaque beaucoup plus ciblée où certains messages de l'exercice utilisaient le profil LinkedIn du directeur des études ou de la DRH, là, on est remonté dans des taux de clics, voire des saisies dans des formulaires d'un login mot de passe qui nous ont montré que c'était tout à fait nécessaire, mais parfaitement insuffisant également. Et juste un mot, parce que moi j'aimais bien aimer, moi j'ai fait des papiers il y a quelques années sur le BYOD, la nouvelle révolution des usages. En fait, vous dites, le BYOD c'est Bring Your Own Device. Vous venez avec votre petite mallette sous le bras. En fait, c'est la vraie plaie, hein, c'est ce que vous dites. Ben oui, parce qu'en fait, on a tout un parc de matériel, ça va du téléphone à l'ordinateur portable, sur lequel on facilite la connexion à notre réseau. Alors bien sûr, sur des segments qui n'ont pas toutes les autorisations, mais la maîtrise de l'administration de ces appareils, c'était la base dans les réflexions SSI auparavant. Et dans notre environnement, c'est inimaginable de dire, bon, ben, on interdit aux élèves de venir avec leur ordinateur portable. Et bien sûr, par ces biais, puis on peut ajouter des clés USB, tout un tas de choses, ben, il y a tout un tas de programmes malveillants qui peuvent être introduits et qui vont commencer à faire des dégâts sur le réseau. Bon, Isabelle, vous voyez, c'est pas simple cette histoire, hein, parce qu'en fait, il faut faire quoi en fait? Parce qu'on commence très fort en disant, oh là là, avec les communautés, avec les ordinateurs, avec parfois le manque de formation, avec parfois un peu de négligence, on arrive toujours à des situations limites. Est-ce que c'est votre constat et est-ce qu'il y a moyen de réagir? Des moyens. Alors, c'est mon constat, oui, c'est assez amusant de vous entendre. Enfin, amusant, c'est peut-être pas le terme approprié, mais j'entends beaucoup de choses dire, mais dans le milieu de l'enseignement supérieur, c'est très spécifique, donc voilà ce qu'on essaye de mettre en place. Mais dans le secteur privé, on a exactement, les grands groupes ont exactement le même souci. Comment je sensibilise mes collaborateurs avec des métiers différents. On ne va pas sensibiliser, comme vous disiez tout à l'heure, un DRH de la même manière qu'on sensibilise un directeur ou des collaborateurs de l'équipe marketing et de la même façon qu'on sensibilise des équipes de développeurs qui, eux, vont être, j'ai envie de dire, peut-être au cœur de la problématique parce qu'ils vont dépendre du service informatique. Donc, on a en fait exactement les mêmes problématiques dans le secteur privé. Les attaques des hackers vont être le même type d'attaque. C'est vrai qu'on fait de plus en plus de campagnes de phishing dites de test, c'est-à-dire de sensibilisation, où on va effectivement… Alors, soit c'est ciblé sur certains départements, soit c'est des campagnes de phishing très globales. Et en fait, ça nous permet de voir, ces campagnes de phishing globales, ça nous permet de voir quel type d'utilisateur, justement… et le maillon faible. Voilà, où est le maillon faible, quel est un petit peu son profil et donc comment on peut cibler la sensibilisation parce qu'on se rend compte aussi que des sensibilisations finalement assez générales ou génériques, en fait, les collaborateurs n'y sont plus sensibles. Donc, on a aussi ce problème en termes de sensibilisation à vraiment cibler. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas sensibiliser pareil un directeur du marketing ou un DSI ou une direction générale. Et en fait, sa sensibilisation, elle doit vraiment être à tous les niveaux, à tous les types de métiers, à tous les types de profils, et elle doit être faite de manière différente. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Et est-ce que juste parmi tous les clients que vous adressez, alors je rappelle un OnePoint, hein, gros cabinet, grosse agence digitale, enfin un peu plus que ça, même conseil en digital, en stratégie digitale, mondialement connu, français. Et donc, oui. Est-ce qu'au fond, vous êtes toujours un peu étonné du manque de préoccupation ou ça a été pris en compte? Non, je suis pas étonnée parce que c'est pris en compte. Il y a quand même une prise de conscience qui a sur les dernières années qui est vraiment flagrante. Après, le problème qu'on a, c'est que aussi technologiquement, on est quand même dans une période où les choses vont extrêmement vite. Est-ce que le mal va toujours plus vite que la techno, le mal, le vice, je ne sais pas, le chantage, j'ai l'impression parfois. Tout va plus vite, donc les personnes malveillantes vont plus vite aussi.
elles sont de plus en plus organisées. C'est-à-dire que la cybersécurité, c'est aussi devenu, alors sans rentrer dans les grands mots, un enjeu quelque part géopolitique. Et donc, les hackers, ils sont très organisés, ils ont des moyens qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et l'objectif d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, c'est qu'il faut qu'elle suive aussi cette évolution. Il faut qu'elle suive ses moyens pour pouvoir, quelque part, c'est triste à dire, mais se mettre à niveau des hackers. Maxence, on le voit bien, hein, c'est une affaire de très, très, très haute technologie et j'ai presque envie de dire que quand on parle cyber, on est dans l'hyper haute technologie. C'est ça qui est un peu flippant d'ailleurs parce que on est vraiment dans une stratégie des technologies, voire de rupture, puisque on a l'impression parfois que ça n'a pas de fin d'ailleurs. La sécurité, c'est quelque chose qui a un début, mais qui n'a pas de fin. Ouais, et comme disait Isabelle, c'est totalement juste. Ça s'est vraiment même professionnalisé au niveau piratage. Maintenant, ils font même ce qu'ils appellent du ransomware as a service. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle personne malveillante qui n'a même pas forcément trop de connaissances techniques peut acheter des kits de ransomware pour essayer d'aller escroquer. Ça s'est vraiment démocratisé maintenant. C'est vraiment devenu très, 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 très dangereux. Je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit Olivier sur notamment la force des mots de passe. Donc, comme je l'ai mentionné, donc nous on parle d'entropie et c'est tout à fait juste. Hein, c'est que le fait d'avoir un caractère spécial, un chiffre et 8 ou 10 caractères, c'est pas suffisant. Ce qui est plus simple à retenir quand on a besoin, par exemple, d'en mettre 16 ou 20, c'est de faire des phrases. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace est aussi un caractère. Donc, on peut écrire une phrase qui est facile d'un point de vue mémotechnique à se rappeler et qui, en termes d'entropie, donc en termes de force de mot de passe, est beaucoup plus facile. C'est génial, Maxence. C'est vrai que j'aurais dû y penser. Donnez-nous des conseils, comme ça, jalonnez votre intervention de conseils. Par exemple, je vais à la plage avec maman, ça peut être un mot de passe. Avec un espace. Complètement. D'accord, ok. Voilà, c'est le premier conseil de Maxence. Merci. Pas de problème. J'ai une question. Un petit complément que je peux donner aussi, c'est un conseil qui est vraiment à respecter, c'est de ne jamais réutiliser un couple login-mot de passe sur des plateformes différentes, puisqu'il y a plein de plateformes qui se font craquer et où les logins et les mots de passe en clair circulent sur le dark web. Donc nous, on s'est associé avec une start-up pour pas très cher qui fait cette veille sur les adresses professionnelles de l'école. Et en fait, on a découvert une multitude de gens qui réutilisaient des vilains mots de passe dans des environnements où donc leur mot de passe circulait en clair et sur le SI de l'école. J'ai l'impression qu'on va finir ce webinaire en flippant tous un peu là sur les mots de passe et sur les usages. Alors, moi, j'ai plein de questions à vous poser si vous voulez bien. D'abord, Philippe, racontez-nous votre hacking, votre attaque. Après, j'aurai une question sur la nécessité. Qu'est-ce qu'il faut sécuriser? Moi, j'aimerais aussi savoir que vous rappeliez que c'est H24, 7 sur 7, toutes les secondes et toutes les vacances. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de staffing. Philippe, d'abord. Ouais. Disons que dans cette perspective-là, en fait, notre cyberattaque, elle s'est passée pendant le confinement. Elle avait débuté avant, et pour la petite histoire, j'assurais l'intérim du DSI, donc je me suis trouvé au centre de l'affaire. Et donc, en fait, on a découvert fin mars 2020 le fait que une de nos composantes, un certain nombre de serveurs avaient été piratés. Enfin, en tout cas, il y avait eu des introductions sur ces machines. Et donc là, la première réaction qui est importante, parce qu'on a eu une cyberattaque, mais il n'y a pas eu de graves conséquences, on ne nous a rien pris, on ne nous a pas crypté les données, et ça, c'est parce qu'il y a eu une réactivité importante. Et donc, la première réaction qu'on doit avoir, c'est couper le réseau. Il faut isoler les machines concernées du réseau. Et ça, c'est un premier point important. Ensuite, donc cette attaque, comment elle s'est déroulée? En fait, elle avait commencé bien avant. Et il faut bien comprendre qu'une attaque, elle ne se fait pas en quelques minutes. Il y a eu une campagne de phishing. Et c'était début février, hein, donc vous voyez, c'était bien avant. Quelqu'un de chez nous a
à cliquer. Hein. Il n'était pas tout seul, mais on a découvert ce qu'on appelle le patient zéro. Hein. C'est celui qui a cliqué pour la première fois. Et là, à partir de là, c'est là où le mot de passe n'est pas le seul point d'entrée. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'il y a eu le phishing, ensuite, c'est la protection de l'environnement informatique que l'on a. D'accord ? Et là, ce qui s'est fait pendant un certain nombre de jours, hein, donc évidemment, une fois que le phishing a permis d'établir un tunnel entre la machine ou les machines des attaquants et une de nos machines, et à partir de là, de temps en temps, après plusieurs jours, eh bien, il a commencé à avoir une recherche pour comprendre notre architecture et voir comment on pouvait étendre l'attaque. Et donc, en fait, il y a eu une compromission de comptes à haut privilège, hein, donc de comptes administrateurs, et une compromission des serveurs et contrôleurs de domaine, donc qui permettent de gérer l'ensemble des mots de passe. Les conséquences, Philippe, c'est quoi? Les conséquences n'ont pas été énormes. Enfin, la conséquence a été, en gros, pour la composante, un arrêt de toute la structure informatique pendant environ 1 mois, parce qu'on a voulu prendre le temps on aurait pu redémarrer bien avant, hein, pour reconstruire, c'est facile. D'accord, mais on a voulu, comprendre l'étendue, d'accord, être sûr qu'il y avait que la composante qui était attaquée, et ensuite, on a voulu revoir l'architecture, système et réseau de la composante. C'est ça qui a pris le plus de temps. On n'a eu aucune perte de données, on a eu, et tout ça parce que on a coupé le réseau juste avant, d'après les gens qu'on a eu après, hein, l'entreprise qui nous a aidés, après je vais faire un petit résumé sur ça. Eh bien, on devait être attaqué. En gros, on a eu la réunion et la coupure du réseau le vendredi soir, et à mon avis, dans le week-end, on était rançonnés. Et donc, nous, ensuite, la réaction qu'on a eue, hein, et donc on s'est fait, il faut bien comprendre que l'enseignement supérieur, il est accompagné quand même. Hein. Il y a Renater qui aide à vérifier que c'est vraiment une attaque, et Renater nous a bien aidés. Renater, c'est le réseau de l'enseignement supérieur, en gros. Et on a l'ANSSI, donc un représentant de l'ANSSI, et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui nous a aussi aidés. Et donc, avec tous ces avis-là, on a pris contact avec une entreprise spécialisée agréée par l'ANSSI qui, dès le samedi matin, on était le vendredi soir, a mis à sa disposition à distance ce qu'ils appellent une brigade du SWAT, hein, analogie avec la série bien connue. Et donc là, pendant une semaine, eh bien, ils ont analysé tout avec l'ensemble de leurs outils. Et donc, ils ont remonté les adresses IP jusqu'aux attaquants, évidemment. Hein, c'est pays étrangers. Ah oui, c'est où? C'est quel pays? C'était la Russie pour ce qui nous concerne. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas que du fake. Non, alors, justement, ces sociétés qui nous aident, et on finira là-dessus parce qu'on va passer la parole à tout le monde. Vous me disiez, il faut prévoir un sacré budget quand même, parce que c'est pas cher, parce que comparé au budget de l'université, mais c'est quand même des investissements quand même. Il faut le savoir. Alors, si on considère juste l'aide pour l'attaque, hein, et pas l'aide pour nous aider à mieux reconstruire un réseau plus fiable. L'attaque, en gros, hein, si la première semaine, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est environ dans les 25 000 € hors taxe. Hein. Dans l'ordre de prix, ça dépend après le nombre de personnes et la spécialisation des gens. Hein. Bah, s'ils envoient des ensuite, avec Maxence, c'est plus cher, hein, j'imagine. et ensuite, c'est environ 15 000 € par semaine pour aider un peu à la reconstruction. Voilà. Bon, alors, Olivier, Robin, Isabelle et Maxence commentera tout à l'heure, évidemment, sans nous parler de sa force d'intervention qu'ils ont, mais en tout cas, où on nous parlera, peut-être que ça existe aussi chez lui, parce que ça arrive. Alors, Robin, il y a un problème. Alors, je voulais parler de la conformité, on en parlera après, mais il faut réduire la surface d'attaque. C'est le terme que vous avez employé, parce que c'est ça, vous faites le sujet, c'est plus on réduit cette surface d'attaque, moins on a de chances d'être attaqué. Oui, absolument. Je dirais, il y a deux choses. D'abord, il faut s'équiper en termes de compétences et d'outils pour comprendre ce qui se passe, être capable de réagir de manière appropriée. Le temps est contre vous dans une attaque. Hein.
Le temps est contre nous et plus on est capable de la détecter tôt, plus on est capable d'anticiper sur les actions avant que le pire se passe, évidemment, mieux on sera en termes de position. Donc d'où l'importance de s'équiper. Le premier équipement qu'il faut avoir, c'est un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information, quelqu'un dont c'est le métier, la sécurité, parce que ça ne s'improvise pas. On l'a dit, hein, ça devient de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de technologies à disposition autour de la cybersécurité. Il faut savoir les employer à bon escient et de manière aussi économique. Et donc, il faut avoir un expert dans la maison qui puisse, ou externe éventuellement, mais en tout cas, qui puisse accompagner toute cette démarche-là. Il faut s'équiper en termes d'outils de détection de ces vulnérabilités, en termes également d'outils de supervision pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Mais vous parlez notamment, il fait un Security Operation Center. Exactement. Ces outils peuvent rentrer dans ce qu'on appelle un SOC et vont permettre de monitorer tout ce qui se passe à tout moment et éventuellement 7 jours sur 7 et H24, de sorte qu'on puisse, encore une fois, détecter le plus tôt possible les menaces. Évidemment, il y a des nouvelles générations d'antivirus, on appelle ça les Endpoint Detection Response, qui sont beaucoup plus amples dans leur captation de signaux. Il y a aussi, on pourra en parler, les SIEM, Security Incident and Event Management, qui de plus en plus embarquent de l'intelligence artificielle pour être capable de détecter des menaces. Bien sûr. Voilà. Et donc, sur la surface exposée, eh bien, là, il faut travailler en profondeur sur son système d'information. Et donc ça, c'est en particulier décommissionner tous les serveurs qui ne sont pas utilisés. C'est également veiller aux mises à jour. C'est extrêmement important parce que c'est par ces systèmes non mis à jour que les hackers trouvent des portes dérobées dans le système d'information et vont pouvoir s'introduire en utilisant ou pas des mots de passe qui auraient été compromis. Olivier, vous avez un SOC? Donc, on est en train de mettre en place plusieurs outils. Donc, l'étape qu'on a déjà fait, c'est une partie EDR qui intègre un micro-SOC. Donc, l'EDR, en deux mots, c'est l'antivirus classique que l'on connaissait, qui reconnaissait des signatures de virus identifiés. C'est peut-être nécessaire, mais c'est totalement insuffisant aujourd'hui. Et du coup, dans la mise en place de ces outils, on a eu deux stratégies qui nous guident dans la façon de mener les projets. C'est la première d'externaliser justement le traitement des logs. Donc, on travaille avec une société qui analyse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce que l'on ne peut pas faire en interne, sur justement ce qui se passe sur les PC et les serveurs de l'école. Et également d'introduire des automatismes qui vont jusqu'à de l'intelligence artificielle, on a commencé à en parler, et où là, en fait, plutôt que d'avoir de l'humain qui surveille des logs, il y a des mécanismes d'intelligence artificielle. Donc, c'est facile à comprendre, c'est-à-dire que si vous avez tout d'un coup des machines qui ont des activités anormales sur leur processeur, sur leur disque, si vous avez un script qui s'exécute depuis une clé USB, si quelqu'un installe une porte dérobée qui est identifiée, si quelqu'un commence à effacer des journaux, s'il crée un compte local qu'il arrive à élever à des privilèges administrateurs, tout ça, c'est des bases de connaissances qui, bien sûr, attirent les automatismes et avec toujours aussi une expertise humaine, parce que la machine, si vous la laissez se débrouiller toute seule, elle aura bien sûr ses limites. Ouais. L'intelligence artificielle, on en parlera parce que ça permet d'identifier toutes les ruptures de comportement, j'imagine, ou dès qu'il y a des choses anormales qui s'opèrent, ou voir des choses. Isabelle, alors j'imagine qu'on peut être que d'accord avec ce qui a été dit, mais est-ce que vous pensez que avec l'intelligence artificielle, on arrive, et tout en une organisation qui soit à peu près prête, enfin satisfaisante, on arrive à se mettre en position de protection un peu, je dirais pas à 100%, mais la plus complète possible? Protection à 100%, je pense que ça n'existe pas. L'intelligence artificielle, oui, intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle dans les outils de sécurité, c'est effectivement aussi en plein développement. Ça permet effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur ce développement très rapide des technologies et aussi des technologies utilisées par les hackers, l'intelligence artificielle, elle va permettre de gagner du temps parce que, je dirais,
le pouvoir d'une intelligence artificielle, c'est une capacité de calcul, de détection de comportements anormaux qui est extrêmement rapide et qui permet donc aussi également de réagir rapidement. Donc, c'est très important que toutes ces… Ça se développe bien, parce que l'intelligence artificielle, ça se développe, ok, mais ça se met en œuvre Ah oui, ça se met en œuvre déjà dans les outils de SOC, vous avez déjà, ou les EDR aussi, vous avez déjà, alors on en est comme beaucoup de choses, on en est encore qu'aux prémices, ça va continuer à se développer, mais vous avez déjà beaucoup d'outils de sécurité qui intègrent de l'intelligence artificielle. Après, ça peut être intéressant, parce qu'on parlait notamment de tout ce qui est des technologies autour du SOC. Vous avez tout le monde en interne ne peut pas se payer un SOC, ça coûte extrêmement cher, c'est des activités qui coûtent cher, et puis effectivement, ce sont je dirais des technologies et des ressources qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est pas rien en termes d'organisation. Ah, et oui. Vous avez beaucoup d'entreprises en fait externes qui se développent sur ces sujets-là et qui se spécialisent dans ce sujet-là. Oui, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, on en parlera parce que c'est Philippe ou je ne sais plus qui m'en a parlé de mes invités qui me disait maintenant, il faut externaliser parce qu'on ne pourra pas. Sur un SOC, c'est vraiment intéressant et dans le cadre de l'intelligence artificielle, ça l'est aussi parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne une intelligence artificielle, mais plus vous avez de données collectées, plus votre intelligence artificielle apprend et plus elle est performante. Et donc, si vous avez un SOC où vous êtes tout seul, qui est que pour votre entreprise, alors ça va marcher pour les très grands groupes internationaux, parce que eux, ils collectent tellement de données que effectivement, ça a du sens. Mais pour des entreprises privées ou publiques plus petites, l'intelligence artificielle qu'elles vont utiliser ne sera pas forcément optimale parce que si on le garde juste à leur niveau à eux, elles ne collectent pas suffisamment de données. Donc, ça peut être aussi intéressant en termes d'efficacité du service, et pas seulement du prix, évidemment, de faire appel à des SOC externes qui, eux, plus ils vont avoir, entre guillemets, de clients, plus ils vont collecter de données et plus ils vont être performants et en plus, moins ils vont être chers normalement. N'hésitez pas à vous poser vos questions, y compris les plus concrètes et les plus pratiques. Je dois mettre 18 ou 24 caractères. Dois-je laisser Maxence et tous mes invités répondront avec plaisir. Maxence, il y a beaucoup de choses. Vous avez vu, là, le débat et nous sommes au cœur de la machine. J'aimerais bien faire un petit résumé parce qu'on a abordé plusieurs points qui sont très intéressants pour sécuriser. Le premier, c'était Robin qui l'avait mentionné, donc c'est d'avoir une authentification multifacteur. Donc, avoir juste un mot de passe, c'est pas suffisant. Donc, avoir une authentification multifacteur, donc que ce soit avec un device physique, il y en a plein qui existent, qui sont pas forcément ultra chers à mettre en place. Donc voilà, on dit toujours avoir un facteur de connaissance, un facteur de possession et un facteur d'identité. Donc ça, c'est un petit peu la base. L'autre point, effectivement, c'est aussi d'essayer de compartimenter son réseau. Donc, d'essayer à ce qu'il y ait le moins de communication possible entre les différents éléments de son réseau. Ça, c'est quelque chose de fondamental et ça peut beaucoup aider. L'autre point, c'est d'essayer aussi pour les comptes, d'essayer qu'ils aient l'accès le plus minimal possible, qu'ils aient accès uniquement à ce qu'ils aient besoin. Parce que des fois, ce qu'on peut retrouver dans certaines équipes techniques, c'est que on va avoir 2-3 admins et ils vont voir accès à l'entièreté du système. Ça, c'est ce qu'on appelle un single point of failure. Donc, c'est vraiment un point de je sais même plus le dire en français. Mais donc voilà, c'est vraiment un point d'attaque central qui fait qu'ils vont avoir accès à l'entièreté du système. Donc, il faut éviter à maxima, essayer vraiment de compartimenter tous les différents comptes pour éviter qu'un seul compte puisse avoir accès à l'entièreté du réseau. Donc, ça, c'est une autre chose. Il faut vraiment aussi, par exemple, éviter de dire, bon, je donne l'accès là au cas où. Le au cas où, il faut l'éviter absolument parce que c'est le meilleur moyen d'ouvrir une porte pour un attaquant. Donc, un autre point aussi que je voudrais rajouter, c'est d'essayer de chiffrer ces backups, de bien chiffrer ces backups pour justement, en cas de coquille, en cas d'attaque assez forte, de toujours avoir un plan B qui lui a été chiffré et qui ne pourra pas être corrompu. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut être important.
Waouh, on a dit beaucoup de choses, hein. Alors, j'ai appelé à poser des questions. Je les poserai au fur et à mesure, hein, si vous êtes d'accord. Une question, évidemment, on l'a évoqué rapidement, mais je pense que si on n'aborde pas cette question, on ne sera pas complètement exhaustif. Enfin, on ne pourra pas être exhaustif, pardonnez-moi. Mais c'est le coût. Parce que pour les établissements d'enseignement supérieur, dans un contexte de rareté des ressources publiques, alors des établissements peuvent aussi se financer sur le marché ou avec des partenaires ou des fondations comme des SEC. Hein. Donc, moi, j'aimerais, comme les universités et les écoles d'ingénieurs, ma question, c'est le coût a-t-il explosé dans les établissements? Philippe, pour une université comme la vôtre. Ouais, donc, c'est juste, je voudrais rebondir avant de répondre complètement à la question sur les propos de mes collègues. J'adhère complètement à ce qui a été dit. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a la sécurisation du système avant l'attaque. Et donc, on a vu qu'il y avait le réseau, les serveurs critiques, on a un peu moins parlé, et les PC utilisateurs. Et il y a ensuite, et c'est ça qui coûte le plus cher, c'est une fois qu'on a sécurisé, il faut regarder. Et donc, c'est les moyens RH qu'il y a, des moyens RH qui ont la compétence et qui vont passer le temps, parce que les attaques, elles sont la nuit, le jour, les jours fériés, n'importe quand. D'accord? Et c'est ça qui va coûter cher. D'accord? Donc, je pense une université moyenne, si elle veut investir dans sa sécurité, alors l'ANSSI dit c'est à peu près 10% de son budget informatique, hein, mais sur un exemple pratique, j'ai un collègue d'une université, il me dit en gros c'est 100 à 150 000 euros par an pour avoir à la fois une veille, donc des gens qui examinent les logs et qui, plus les outils, parce que évidemment, hein, quand on parle d'un EDR, il y a le coût de la licence, il y a le coût des personnels de l'université pour le mettre en place et bien le gérer, hein, parce que mettre en place un antivirus avec EDR, c'est bien beau, mais si vous le gérez pas bien et que vous regardez pas les logs, eh ben ça sert pas à grand chose, d'accord. Et après il y a l'éducation des administrateurs. Et ça a été un petit peu évoqué, hein, c'est le côté hardening, hein, c'est ce que disait Maxence, hein, c'est limiter les droits et surtout faire en sorte que les systèmes sont à jour, parce que une fois qu'il y a eu la campagne de phishing, une fois que les gens sont rentrés, c'est les failles qu'on exploite. Et les failles, c'est on peut sécuriser un petit peu en faisant en sorte que les systèmes sont à jour, les versions antivirus sont à jour, et que tout est à jour. Et ça, c'est super important. Et c'est une gestion du cycle de vie. Et ensuite, en cas d'attaque, pour pouvoir réagir bien et vite, si on est victime d'une attaque, il faut avoir quelque chose qui est une cartographie de l'ensemble des flux, etc. Et puis le dernier point, et je laisserai la parole à mes collègues, c'est la sauvegarde. Et la sauvegarde, il faut prévoir aussi une sauvegarde offline, hein, parce que les sauvegardes sur disque, si les gens sont introduits et que la surface d'attaque n'a pas été maîtrisée, eh bien, elle est corrompue. Donc, il faut aussi des sauvegardes offline, c'est-à-dire sur bande ou autre, qui ne sont pas connectées au réseau. Olivier, si je puis me permettre juste un commentaire sur la sauvegarde. Oui, alors bien évidemment, système de sauvegarde, mais tester la restauration. Si vous savez le nombre de clients qui sauvegardent, mais qui ont des technologies de sauvegarde au top du top, et qui une fois qu'ils ont une attaque, n'ont jamais testé la restauration et se rendent compte que finalement, à partir de leur sauvegarde, ils ne savent pas restaurer, ce qui fait que sauvegarder ne sert à rien. Et souvent, on prend que la partie sauvegarde, mais pour moi, sauvegarde, restauration, ça va ensemble. Est-ce que alors, pardonnez-moi, je vais faire le non-expert. Restauration, ça veut dire retrouver les données qu'on a sauvegardées. C'est ça, c'est-à-dire qu'on prend sa sauvegarde, on se met dans un état d'esprit où on a été attaqué, on prend sa sauvegarde, on la met sur une nouvelle machine et on regarde si on retrouve toute son infrastructure et toutes ses données. Et ça se teste de manière assez régulière. D'accord. Ça doit se tester de manière assez régulière. Ça a mis beaucoup de temps. On ne le fait pas. Et quand on ne le fait pas, on se rend compte que quand on est dans la gestion de crise et qu'on doit restaurer de manière rapide, ça ne marche pas. Isabelle, continuez, après je passerai la parole à Olivier à Robin. Sur le thème des coûts, vous aidez les établissements, vous aidez les entreprises.
d'abord, c'est une industrie prospère. Hein. J'ai écrit un papier, on parle de 20 milliards de chiffre d'affaires d'activité sur la cyber dans le monde. Je crois que c'est vous qui me donnez les chiffres d'ailleurs, Isabelle. Mais, donc ça veut dire qu'en gros, c'est très prospère. Ça veut dire que c'est un investissement important et vous le vivez au jour le jour, c'est ça? C'est des coûts, ça je vais pas, on peut pas se mentir. C'est des coûts, c'est prospère parce que forcément aujourd'hui, dans un monde de plus en plus numérisé, la cybersécurité elle est partout. Comme le disait Robin tout à l'heure, l'objectif, un des objectifs, c'est de diminuer la surface d'attaque. Il n'empêche que dans un monde de plus en plus virtualisé, par défaut, elle va augmenter. Donc ça aussi, c'est assez compliqué. Ce qui rend effectivement l'écosystème de la cyber très prospère. On a néanmoins, et ça c'est valable dans tous les pays, dans tous les pays du monde, c'est un problème mondial, on a un problème de compétences. C'est-à-dire que vous avez, ne serait-ce qu'en France, des milliers d'offres d'emploi aujourd'hui dans la cyber qui ne sont pas pourvues parce qu'on n'a pas de compétences, parce que là, ça touche directement l'enseignement et l'enseignement supérieur. C'est des sujets qu'il faut encore qu'on développe énormément en termes d'enseignement. Olivier, vous avez développé des filières cyber chez vous? Alors justement, on base plus notre stratégie sur l'externalisation. Donc, on fait beaucoup de choses en interne pour compléter l'histoire des sauvegardes. Là, les sauvegardes immuables, c'est des systèmes d'exploitation dédiés à ça, sur lesquels vous définissez un délai de rétention et sur lequel, même avec tous les droits d'administrateur dessous, vous pouvez dire je ne peux pas effacer une sauvegarde à moins de 30 jours de rétention. Donc, ce genre de système, pour revenir au prix, c'est cher, hein, il y a plein de systèmes qui sont chers, mais on trouve aussi des fourchettes sur lesquelles c'est intéressant de donner quelques données. Là, un EDR par machine avec un service managé par des experts, on commence à voir des offres. Nous, on vient d'en transformer une récemment, là, où on parle dans l'accroche commerciale. Après, on vous rajoute des coûts sur la mise en place et autre chose, mais on est à 20 € par an et par machine. Donc, quand vous achetez un ordinateur, on va dire à 1 000 €, 20 € par an, c'est pas exorbitant par rapport à tout le risque et surtout le coût qu'il peut y avoir derrière. Parce que dans cette fourchette, un autre coût que je peux donner sans citer l'établissement, il y a un établissement qui a été attaqué l'an passé. L'Active Directory, c'est-à-dire l'annuaire des comptes, est souvent au cœur de l'attaque. Ils ont appelé Microsoft pour avoir une assistance pour renforcer leur AD avant de rouvrir les services. La réponse de Microsoft a été une facture de 150 000 €. Ils leur ont proposé de dire qu'est-ce qu'on fait avec la moitié de cette somme. Et Microsoft a refusé d'interagir. Donc, ils sont partis avec des sociétés spécialisées. Donc, on a vraiment une couverture en coût qui est très, très variable, qui est très large, où on peut faire un certain nombre de choses simples pour pas forcément des dizaines de milliers d'euros. Et il y a des paliers qui, eux, demandent des sommes qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est très, très lié aussi à la taille de votre parc. Et je dirais que c'est un des avantages d'être dans un petit établissement plutôt qu'un très gros. C'est-à-dire que 20 € par machine, à mon échelle, avec 800 machines, c'est quelque chose que je peux envisager. Une université qui aurait 30 000 machines, bien sûr, ça a un effet qui est plus dissuadant. Vous en avez combien, Philippe, vous en avez combien de machines? Alors, tout dépend si on considère les machines étudiants. Nous, on a environ 3000 personnels, et sans compter évidemment, donc, tout, comme ça a été dit, les vacataires, etc. Et c'est vrai que autant au personnel, on peut leur imposer un antivirus, etc., autant à des vacataires ou à des étudiants qui amènent leur ordinateur ou à des profs invités qui viennent de diverses parties du monde, c'est plus difficile. Et du coup, c'est pour ça que le partitionnement du réseau est aussi un point important dans le travail sur la sécurité, quoi. Donc, mais je vous confirme, hein, le coût, il est important parce qu'il y a la licence et puis ensuite, il y a tout le travail et le suivi des logs et la gestion. Sachant qu'avec les enseignants-chercheurs, hein, je vous ai donné un exemple en off, mais si vous commencez à contrôler les accès sur les sites web que les EDR considèrent comme dangereux, eh ben vous vous retrouvez avec un enseignant-chercheur qui veut se connecter à Stanford et qui ne peut pas
parce qu'il a été bloqué pour une raison X ou Y par l'antivirus. Et donc ça, il faut le gérer, et c'est au quotidien, et en plus, ça entraîne des réactions de rejet qui peuvent être non négligeables, surtout quand l'enseignant-chercheur est une pointure reconnue. Voilà. Oui, ben, quand c'est une star, on a intérêt d'y aller mollo, c'est vrai. Il y a des stars chez les profs. Hein. Il y en a d'ailleurs qui se prennent pour des stars. Mais bon. Robin. Il y en a partout. Il y en a partout. À l'ESSEC, il y a des stars. Je le sais. À l'ESSEC, il n'y a que des stars. J'ai oublié de dire que Robin, en plus, il a une carrière chez Atos où il a dirigé. Et en plus, il a été débauché. Vous allez sourire. Il était à l'HEC avant. Donc, il a quitté HEC pour rejoindre l'ESSEC. Donc, en plus, ça doit être vraiment une star hein, pour quitter HEC pour aller à l'ESSEC. C'est-à-dire que le mercato a été agité. Alors, vous allez dévoiler toute ma vie, Gilbert. Pardon? Vous allez dévoiler toute ma vie, Gilbert. Ah, c'est sur LinkedIn en même temps. Il faudra être plus discret hein, si vous ne voulez pas que j'en parle. Robin, alors, j'aimerais aussi que vous répondiez à tout ce qui a été dit sur le coût et aussi un mot sur la conformité, parce que ce n'est pas anodin aussi cette idée de conformité, ce calage par rapport à la réglementation aussi. Oui, alors sur les coûts, bon, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que la cybersécurité est peu gourmande en investissement, dans le sens où de nos jours, il y a peu de choses qu'on doit acheter pour s'équiper. Et par ailleurs, les coûts de mise en place des solutions sont relativement modiques. Ce qui coûte cher, en fait, c'est les coûts récurrents. Donc, les charges opérationnelles, autrement dit, qui tombent chaque année. Donc, c'est des licences, ça a été dit, c'est des frais de service, par exemple, un SOC externalisé, les sauvegardes immuables, etc. Tout ça, ce sont des souscriptions, en fait. Et c'est vrai que quand on cumule l'ensemble, ça commence à devenir très, très cher. Je ne sais plus qui parlait de 10% des budgets IT. Je pense qu'en effet, on est dans ces ordres-là. Le minimum semblant être 5%, et à 10%, on commence à être effectivement probablement assez bien équipé. Sur la question de la conformité, c'est très simple. Hein. Les risques cyber potentiellement peuvent amener à des fuites de données, à des corruptions de données, donc des accès qui n'auraient pas dû être réalisés sur des données, y compris personnelles. Évidemment, là, on entre dans le champ du RGPD et par conséquent des risques qu'on connaît bien, hein, liés à cette réglementation, à savoir si eh bien, on est considéré comme responsable, c'est-à-dire on ne s'est pas suffisamment protégé, et bien on s'expose à potentiellement des amendes, voire plus. Et donc, ce que je dis aussi très souvent… C'est du rançonnage officiel, c'est du rançonnage officiel pour le coup. Hein, pour le coup, on pourrait appeler ça du rançonnage officiel. Alors, l'autre aspect qui me paraît encore plus important par rapport à la conformité, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que au-delà de remplir une obligation légale, en tout cas de mon point de vue, je considère que c'est la confiance que m'accordent mes parties prenantes, mes étudiants, mes, encore une fois, diplômés, qui me confient leurs données. Et c'est quelque part leur propriété qu'ils me confient, et je me sens responsable de devoir traiter ces données correctement. Et il y va de la confiance qu'il m'accorde. Donc effectivement, c'est un driver de plus, une obligation de plus qui nous amène à considérer la cybersécurité comme quelque chose d'essentiel. Maxence, c'est toujours vous qui ponctuez, bien sûr. Ouais, si je pouvais ajouter aussi l'utilité de l'emploi d'outils open source, puisque il y a des produits à licence, des produits propriétaires, ça c'est certain, avec de la notoriété, peut-être des fois aussi dû avec un peu beaucoup de grosses campagnes marketing, mais il y a aussi d'excellents outils open source qui sont entièrement gratuits. Et l'avantage aussi de ces derniers, c'est qu'il y a une revue qui a été faite de comment ils fonctionnent, comment ils ont été adoptés,
pas uniquement dans le secteur public, hein, mais dans l'industrie, dans le secteur privé. Donc, il y a énormément de documentation en ligne sur comment les utiliser, lire les retours d'expérience, comment bien les administrer, des bonnes pratiques, etc. Donc, en plus, il faut savoir que l'open source est né du secteur éducatif, hein, qui a été créé au MIT dans les années 70, il me semble. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à s'appuyer sur les outils open source, puisqu'il y en a pour absolument tous les différents segments de la cybersécurité. Donc vraiment pas hésiter là-dessus. Allez, il est quelle heure? Il est presque midi, ça fait presque une petite heure. Isabelle, tout le monde a parlé? Oui, on répond aux questions, ça vous va? Robin a déjà commencé sur la fréquence de changement de password. C'est bien, on fait aussi des tutos, hein, en fait, avec notre petit webinaire qui adresse des problématiques structurantes et fondamentales, et en même temps, des conseils pratiques. 60 jours, c'est ça, Robin? Non, c'est moi qui ai écrit. Ah, c'est vous, Maxence, pardonnez-moi, ouais. Maxime, excusez-moi. Je crois que Robin était le premier à vouloir répondre, donc je vais le laisser parler si vous voulez rajouter quelque chose. C'est vous le pro des mots de passe, hein, Maxence. Mais c'est vrai que les bonnes pratiques sont sur une rotation tous les 30-60 jours. Après, ça va dépendre de la criticité du système qui est derrière. C'est sûr que si voilà, c'est un petit système qui n'a pas de grande implication, il n'y a pas non plus un besoin énorme de rotation. Mais c'est pour ça qu'il y a un intérêt fort d'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe, c'est que le changer sur le système après va permettre après de pouvoir le repartager de manière sécurisée avec les autres collaborateurs. Donc voilà, ça donne son sens, parce que si on commence à le changer par nous-mêmes et après communiquer à toutes les personnes, dès qu'on va commencer à utiliser des moyens classiques de transmission de ce mot de passe, c'est là qu'on va créer des potentielles fuites de données, quoi. Continuez, Maxence, vous avez répondu à Bruno. Bruno, je crois qu'il est à l'IESEC, c'est une école de commerce accessible après Bac, qui est une très belle école d'ailleurs, hein, qui est située à la Défense et à Lille également. Comment alors? Les utilisateurs de licence. Je vous laisse gérer, Maxence. Oui, l'autre point, c'était sur des comptes Microsoft. Bon, encore une fois, hein, je ne veux pas dire que le gestionnaire de mots de passe est la solution à tout, hein, faut pas du tout me faire dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que rajouter un MFA, c'est possible dans Microsoft, hein, il y a plein de solutions justement pour utiliser Microsoft Authenticator pour ajouter du MFA sur certains logins, et pour éviter justement, donc ça c'est mon retour d'expérience un petit peu de toutes les personnes qui viennent nous parler, ce qu'on observe, hein, dans tout secteur, hein, public, privé, c'est qu'on a des mots de passe qui sont un petit peu ventilés sur différents outils, voire même des fois juste un fichier Excel sur un dossier réseau, un post-it sur l'écran. Donc, le fait déjà de centraliser dans un outil qui est sécurisé, ça va déjà permettre de mettre en place une bonne pratique à ce niveau-là, et d'éviter d'avoir des mots de passe qui se promènent sur le réseau. Et après, encore une fois, hein, mise en place de multifacteur authentification pour vraiment se faire du hardening sur la connexion à ces comptes. Ça, c'est ce qui est indiqué. Une petite précision sur Office 365. Par défaut, en fait, Microsoft ne garantit pas la sauvegarde de ces informations. Or, nos utilisateurs développent du collaboratif sur Teams en posant des fichiers et un certain nombre de choses. Et faire sauvegarder son instance Office 365, là, pour le coup, c'est très cher. Bon, voilà. J'ai été dans un EPSCP, c'est un établissement public supérieur. Et voilà. Donc, c'est un établissement public dans lequel les EC, enseignants-chercheurs, n'étaient pas administrateurs de leur poste. Résultat, multiplication des serveurs pirates sans contrôle, y compris dans les ZRR. Bon, là, on est carrément dans un débat de professionnels initiés. Hein, non, je peux répondre 2 secondes. C'est la problématique quand vous avez des enseignants-chercheurs en informatique, en électronique, etc., et que vous commencez à leur dire que sur leur machine, ils ne sont pas administrateurs. Et donc, parce que, et ça leur pose des problèmes parce qu'ils
ils ont besoin d'installer des logiciels pour les étudiants, etc. Et donc, vous avez je dirais, le flag super important, c'est pour la pédagogie, donc il faut que je sois libre. Bon, quand vous leur interdisez, mis à part qu'ils sont pas contents, ils cherchent des moyens de contournement. Typiquement, pendant le confinement, quand je suis sûr que toutes les universités, ça pourrait pareil. Si une DSI, elle veut dire, vous prenez ces outils de visio et pas un autre, je peux vous garantir que vous tenez un mois ou un mois et demi peut-être, mais au bout d'un mois, un mois et demi, soit vous cédez, soit ça veut dire que vous avez mis en place une infrastructure qui remplit les mêmes, je dirais, les mêmes services, ergonomie, etc. Et ça, c'est pas gagné, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que vous avez en face des gens très intelligents. Je parle des enseignants-chercheurs, et ils supportent pas pour un certain nombre d'être contraints. Et donc, je comprends tout à fait la remarque qui a été faite. Donc, c'est un compromis qu'il faut faire. C'est vraiment un point important dans l'enseignement supérieur, c'est qu'il faut faire un compromis entre la sécurité et la permissivité, je dirais. Même si permissivité. On a commencé le débat comme ça. On a commencé le débat comme ça avec la liberté académique, la volonté d'autonomie, la volonté de ne pas trop contrôler tout en assurant un minimum de sécurité. C'est vraiment un sujet. Alors, une question pendant qui me taraude et que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a une organisation idéale? Alors, on a dit qu'il faut externaliser, il faut recruter des compétences, mais c'est difficile, sachant en plus que ces compétences, il faut les payer. Et l'administration, alors dans les grandes écoles, on a plus de souplesse, mais dans le public, c'est compliqué. Donc, est-ce que finalement, on n'a pas un problème d'injonction très, très, très contradictoire, économique, manque de compétences et une technologie qui va définitivement beaucoup trop vite pour toutes les organisations. On fait un rapide tour de table, Philippe, Romain, Isabelle, Olivier et Maxence. Ouais. Bon, si je peux dire donc deux mots, oui, tout à fait. C'est le problème, c'est en général, ces gens, ils ont une forte compétence, donc ils sont très recherchés parce qu'ils sont pas aussi nombreux sur le marché. Et pour les payer cher, nous, si on prend des titulaires, titulaire, c'est un concours avec des grilles de salaire qui sont fixes, que vous changez pas comme ça. Et ça pose un problème parce qu'en plus, vous avez le fait que c'est difficile de les payer parce que ça coûte évidemment cher, mais vous avez aussi le petit camarade à côté qui l'a depuis 20 ans, qui fait très très bien son boulot et à qui vous allez dire que le petit nouveau qui arrive, il va gagner bien plus que lui dès le début. Et ça, c'est un problème aussi qu'il faut tenir compte. Donc, il y a le coût et le management, et c'est vraiment des compromis de tous les jours, mais c'est pas simple. Ouais. Robin? Alors, on est allé vous chercher chez Atos, donc j'imagine qu'on les talents. Là, c'est clairement un challenge. Enfin, c'est comme dans tous les domaines technologiques, c'est la guerre des talents. Et je crois que la bonne politique, c'est sans doute de mixer entre des compétences internes. De mon point de vue, en tant que patron du digital d'une école, je considère qu'avoir un RSSI en interne, c'est indispensable. Donc ça, typiquement, c'est pas une compétence que je vais externaliser. En revanche, un SOC, et on a bien expliqué toutes les raisons, c'est quelque chose qui me paraît plutôt assez naturel d'externaliser plutôt que d'essayer de le construire en interne où ça coûte extrêmement cher, difficile de trouver les experts et en plus on aura beaucoup de mal avec la taille de nos structures à avoir une garantie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Juste une question, j'en profite parce que j'ai animé beaucoup de tables rondes sur la souveraineté. Est-ce qu'il vaut mieux prendre des sociétés européennes versus des sociétés non européennes? Alors, de mon point de vue, je ne me limite pas sur cet aspect-là parce que, avant tout, je recherche le résultat, l'impact et l'efficacité. Évidemment, je m'assure de la conformité, que la société soit européenne ou non, moyennant quoi je source sans limite. Enfin, l'ANSSI avait quand même soulevé ces problématiques dans le monde de l'éducation, de faire attention à signer avec des entreprises qui ne sont pas soumises à
l'obligation par exemple, de fourniture des datas ou qui ne sont pas soumis à la souveraineté. Bon, bref. C'est un point aussi qu'on a abordé avec la direction numérique pour le monde de l'éducation et qui a fait quelques préconisations, notamment pour le cloud, vous savez, puisque là aussi, on parle de cloud souverain. Olivier, Isabelle, un mot aussi, ce que je veux dire, la guerre des talents et ses préoccupations. Donc, oui, on est dans un environnement RH là, qui est très, très compliqué et sur lequel on n'a pas de solution aujourd'hui, hein, d'où l'intérêt et notre stratégie d'aller plutôt vers des externalisations quand elles sont dans nos budgets. Il ne faut pas oublier non plus que les risques, ils évoluent. Hein, donc, justement, quand il y a des sociétés spécialisées, on peut imaginer qu'ils sont plus réactifs à se tenir à jour qu'un personnel universitaire dans une DSI. Et quand je dis que ces risques évoluent, on a parlé beaucoup de technologie, mais il y a vraiment des risques d'escroquerie, par exemple, tout simplement basés sur de l'ingénierie sociale et sur lequel il y a plusieurs attaques qui ont abouti. Hein. On publie sur Chorus nos cahiers des charges de marché public avec des échéanciers de facturation. Vous prenez votre téléphone et vous essayez d'identifier dans une école ou une université qui est la personne qui est susceptible de changer un RIB et vous essayez de lui inventer une histoire pour qu'elle le change la veille du versement d'une grosse somme sur la livraison d'un paquet. Et puis sur les injonctions, alors le message là aussi c'est des injonctions tout à fait contradictoires. Dans la crise du Covid, on a vu qu'on était grâce à Renater équipé d'un certain nombre d'outils pour faire de la visio qui ont tout de suite écroulé sous la charge, qui se sont effondrés. La seule solution qui était à notre disposition, sauf quelques établissements dont je faisais partie, qui faisaient ceinture et bretelles en mettant des outils open source comme Big Blue Bottom, c'était d'aller vers les 2 ressources américaines spécialisées dans la visio et qui ont au fur et à mesure, qui se sont un peu blanchis sur les risques qui étaient associés derrière. Et un autre exemple qui est plus récent, c'est que dans la crise ukrainienne, là, il y a carrément eu une injonction nationale où si vous aviez l'antivirus Kaspersky, il fallait changer de solution tout de suite. Hein. Et par contre, dans l'approche de l'ANSSI, c'est des informations qui sont utiles, mais ils ont tout un processus où on devrait qualifier d'un point de vue sécurité tout nouveau processus qu'on met en place. Et là, si vous vous intéressez à ce sujet, mais c'est quelque chose qui est tout à fait irréalisable à l'échelle de nos équipes. Donc, il y a une sorte de compromis entre les injonctions qui nous sont faites et un niveau de sécurité raisonnable qui n'est pas du tout facile à trancher. Et je dirais qu'avec nos équipes de RSSI, là, l'humilité reste très forte quand on nous demande est-ce que vous êtes sécurisé ou pas. Hein. On ne sait pas. Moi, je suis incapable de vous dire si au moment où je vous parle, il n'y a pas déjà quelqu'un qui est rentré sur mon réseau et qui va me créer un drame dans quelques heures. Hein. Oh là là, mais parlez pas de malheur. Je ne voudrais pas être… vous avez le dos tourné avec moi. Isabelle… ce problème de compétences, d'ailleurs, dans un gros cabinet comme vous, j'imagine que c'est on l'a pareil, on l'a, je vais rebondir sur ce que vous disiez, on l'a de la même façon, et puis par rapport effectivement ce que disait Philippe par rapport au salaire d'embauche, nous on recrute perpétuellement, j'ai envie de dire, en cybersécurité parce qu'on n'est jamais assez nombreux pour répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Et puis, vous avez des profils qui marchent très, très bien, qui sont très à la mode et qui, je pense, vont le rester encore pour un certain temps, qui sont les profils d'auditeurs sécurité et ce qu'on appelle les profils de pentesters, c'est-à-dire des gens, en fait, c'est des hackers éthiques. Et c'est des services des gentils hackers, quoi. Des gentils hackers qu'on vend à nos clients et qui est de dire pour mesurer le niveau de sécurité de votre infrastructure, on va faire des tests de sécurité, des tests de pénétration, c'est-à-dire qu'on va dire on va se mettre dans la peau d'un hacker et on va regarder combien de temps ça nous prend pour arriver à aller dans vos systèmes et aller chercher de l'information. Ces profils-là, c'est forcément des profils qui marchent très bien, entre guillemets, en ce moment, et ça coûte effectivement, oui, extrêmement cher. Et on a ce problème d'avoir des jeunes qui sortent d'école ou qui ont 1 ou 2 ans d'expérience, qui sont très, très demandés partout et qui ont effectivement, du coup, forcément des revendications qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire ça comme ça. Alors, avant de faire ma blagounette, vous nous parlez aussi de la souveraineté, parce qu'on parle de souveraineté, en fait, quand on parle de sécurité. Un hacker gentil, un hacker méchant, il est toujours looké pareil, avec des cheveux longs, avec un t-shirt trop large. Avec un sweatshirt à capuche, ouais. Oui, c'est les mêmes, mais il y en a qui sont éthiques. Voilà.
Oui, Non, bah, c'est ce que disait aussi Olivier, ça nécessite aussi, pour être toujours, entre guillemets, au goût du jour, on fait beaucoup de veille technologique. Ça prend un temps fou, enfin un temps fou. Ça prend du temps de faire cette veille technologique parce qu'il faut que ces profils-là, ils soient toujours au top du top de la technologie. mais d'ailleurs, beaucoup de SI ou de responsables de patrons d'école d'ingénieurs me disaient souvent les jeunes spécialistes, ils se forment tout seuls. Ils regardent des tutos, ils regardent des films. Ah ouais, c'est des gens qui mettent la main dans le cambouis. Enfin, moi, je trouve ça très rigolo et très enrichissant de travailler avec eux. Mais voilà, on est dans un autre monde. Ouais. J'adhère pas. Il y a aussi, ils sont tout le temps à bidouiller des trucs. Moi, je dis toujours ça parce que ça, voilà. Mais il y a aussi des organisations étatiques de groupes de pirates, et où là, le rapport de force, comment vous voulez lutter contre un État? Ah, c'est compliqué. On a tous vu le bureau des légendes avec ces usines en Russie. Maxence, on a dit plein de trucs. Ouais. Moi, je voulais approcher la problématique sur deux angles. Le premier, c'est effectivement avoir déjà un management, avoir déjà une direction qui est formée, qui est au courant des enjeux de sécurité pour justement faire une redescente et qui impose de mettre la sécurité au cœur du design. Donc, le fait que la sécurité ne soit pas juste à la fin, en bout de chaîne, mais vraiment à chaque étape, c'est vraiment crucial. Et donc, moi, ce que j'observe aussi au quotidien dans mes discussions, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs, c'est pas péjoratif, de simples systèmes administrateurs qui veulent aussi mettre en place de la sécurité et qui font un petit peu leur devoir, qui vont rechercher sur ce qui existe sur Internet et qui viennent par exemple nous voir pour essayer de voir notre produit, c'est de comprendre comment on fonctionne. Et aussi, c'est eux après qui vont un peu essayer de faire la remontée d'informations de ce qui existe. Donc, il faut aussi écouter ces personnes-là pour vraiment avoir une approche top to bottom, donc la hiérarchie qui va imposer, on va dire, les bonnes pratiques de sécurité parce qu'ils ont été formés pour, et aussi écouter ces opérateurs qui, eux aussi, font leur devoir, qui vont, comme disait Isabelle, vont bidouiller en disant « Ah bah ça, pour telle problématique, il existe tel outil, ça pourrait être intéressant ». Parce qu'il en existe vraiment une multitude d'outils qui peuvent être implémentés. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à écouter ces petites mains, entre guillemets, qui sont aussi une mine d'informations. De toute façon, eux, ils se font écouter, les nouvelles générations. Si vous ne les écoutez pas, eux, ils vous disent. Je peux vous dire qu'en marque employeur, Robin, quand vous faites vos enquêtes, les jeunes, ils n'ont pas leur langue dans leur poche quand il s'agit d'aller voir leur chef ou leur N+1. On les voit tous les jours dans nos salles de cours. Philippe, non, ils font pas leur langue dans leur poche. Ouais, Philippe, juste une question. À l'époque où j'animais, vous savez, le CSIR, vous savez, ces réunions de grands VPNUM, il y avait encore 30% des universités qui n'avaient pas de VPNUM. Ça a changé, ça, rassurez-moi. Oui, ça change. Ça. C'est l'association de VPNUM recense beaucoup de VP et ça augmente. Mais pour être tout à fait franc avec vous, je pense qu'il est très très important d'avoir un VPNUM qui forme un binôme avec son DSI. Je pense que le DSI binôme, le binôme DSI VPNUM est important puisque vous avez d'une part la vision stratégique et la vision enseignant-chercheur, et vous avez la vision pratique parce qu'après il faut manager les gens. Et ça, c'est pas simple, mais oui, les universités, elles prennent de plus en plus conscience. Et de toute façon, le monde d'aujourd'hui, avec l'ensemble des cyberattaques qu'il y a, fait prendre conscience au président, qui est le responsable au final, que c'est important. Ouais. Des fois, il n'a pas le nom, il est chargé de mission, mais c'est presque pareil. Hein. Ouais. Bon, j'ai le 06 de tous nos intervenants pour des conseils pratiques, des tutos, des recommandations, parce que j'ai bien compris que tout le monde était intéressé par les recommandations d'Olivier, d'Isabelle, de Philippe et de Romain. Maxence, merci beaucoup. C'était notre premier webinaire ensemble. C'était plutôt très, très instructif et je dois dire que sur ce thème de la cybersécurité, on pourra toujours en parler. Je crois qu'on n'a pas fini d'en parler parce que les menaces sont encore plus fortes jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. On l'a dit, c'est H24 la préoccupation. Pendant les vacances, il n'y a pas de rupture. Les hackers ne s'arrêtent pas et ne partent pas en vacances.
Merci beaucoup, c'était passionnant. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci d'avoir écouté ce webinaire. Et puis, il est évidemment en replay pour celles et ceux qui voudraient l'entendre. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.